Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire consacré à la levée de fonds. Je suis Laetitia Buissard, la responsable marketing et communication de la Technopole Eurekatech Angoulême-Cognac. Nous sommes à peu près une trentaine d'inscrits aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas tous les participants, donc on va peut-être attendre une petite minute pour leur laisser le temps, aux retardataires d'arriver. Et je vous reprends dans une minute. Voilà, juste pour laisser le temps aux retardataires d'arriver. Merci à tous d'être là et à tout de suite. C'en est presque gênant, en fait, je trouve. Donc, je ne sais pas si les participants nous entendent. On va peut-être faire, pour meubler, un petit tour d'écran. Et puis ensuite, on vous présentera effectivement les modalités de ce webinaire qui sera animé par Yannick Conseil, le directeur de Eurekatech, Pierre Lenné de l'ADI. Nous avons aussi monsieur Jean-François Deschamps de l'entreprise Explicite et nous avons l'excellente Saveria Désert d'Akiti. Merci Gilles. Donc, on va commencer, même si tous les participants ne sont pas arrivés. Juste quelques petites informations techniques. Ce webinaire est enregistré. Il y aura un lien en replay qui sera diffusé sur nos réseaux sociaux, que je vous enverrai aussi, que j'enverrai aussi à tous les inscrits. Donc, vous aurez ce replay que vous pourrez diffuser autour de vous. Pour une meilleure utilisation, il faut utiliser Google Chrome. Et vous pouvez poser des questions pendant les présentations sur l'onglet chat ou l'onglet questions au choix. Et les questions seront retransmises par l'animateur aux intervenants. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On se gardera aussi un petit peu de temps à la fin de ce webinaire qui s'arrêtera vers 10 heures maximum. Pour poser encore d'autres questions. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et merci encore d'être là. Yannick, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laetitia. Merci à nos intervenants donc d'être présents ce matin. Donc effectivement, comme le rappelait Laetitia, l'intitulé du webinaire, hein, on est sur la levée de fonds. Et ce webinaire s'inscrit de façon plus globale dans un parcours dénommé Invest Dating et qui a été conçu collectivement par les technopoles de Nord Nouvelle-Aquitaine, donc la technopole de La Rochelle qui est représentée par Gilles Loire-Montgazon que vous avez entendu, ainsi que par les technopoles de Poitiers, technopole de Limoges et bientôt technopole de Niort. Et côté partenaires régionaux, vous en avez un certain nombre autour de l'écran. Hein. Donc vous avez en partenaire la Akiti qui est représentée par Saveria Désert. Vous avez Pierre Lenné qui représente l'ADI. Et je citerai également la région Nouvelle-Aquitaine et la BPI qui ne sont pas présents aujourd'hui à ce webinaire physiquement en tant qu'intervenants, mais qui sont bien aussi partenaires du parcours Invest Dating. Ce parcours, hein, pour mémoire, a pour vocation à vous accompagner, vous, start-up et entreprises innovantes, sur le chemin de la levée de fonds. Invest Dating a été créé en 2018 et donc on mobilise par ce biais-là des intervenants, des experts, des consultants pour vous donner toutes les billes, je dirais, pour être crédible devant des investisseurs. La finalité d'un parcours Invest Dating, c'est en fin d'année de pouvoir vous emmener à pitcher, à vous présenter devant des investisseurs. En 2021, cette année, cette finale, entre guillemets, se déroulera lors de Innovaday, qui se déroulera le 7 décembre à Bordeaux et pour lequel je vous enjoins à postuler. Il y a encore des places, donc vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher de vos technopoles, de vos partenaires locaux pour connaître les modalités de candidature et de pouvoir ainsi vous présenter devant des investisseurs. Donc aujourd'hui, comme le rappelaient Laetitia et Gilles, autour de la table, nous avons des gens de qualité et nous avons également souhaité faire venir un grand témoin en la personne de Jean-François Deschamps qui va se présenter, hein, qui est un des dirigeants de la société Elici Plan,
Plant et qui a dans son parcours professionnel déjà réalisé des levées de fonds et qui du coup interagira avec Pierre Lenné et Saveria Désert pour donner un éclairage et un retour de son vécu, de son expérience sur ce parcours et sur ce chemin de la levée de fonds. Je pense que je suis complet. Ici, autour de la table, j'ai également à mes côtés Christophe Thébault, qui est le référent levée de fonds pour Recatech et qui, comme Laetitia et Gilles, travaille collectivement avec les autres collègues de Technopole pour ce projet collectif qu'est Invest Dating. Écoutez, sans plus attendre, donc je vais laisser, je crois que c'est Pierre qui commence pour donner quelques propos de cadrage. Et ensuite, Saveria donnera le regard plus précis de l'investisseur. Pierre, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Lenné, je travaille pour l'ADI Nouvelle-Aquitaine, comme Gilles et Yannick l'ont dit. Juste rapidement pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est l'ADI, c'est l'agence régionale pour tous les sujets d'innovation. On accompagne toutes les entreprises du territoire dans leur process d'innovation sur tous les sujets de transformation industrielle et aussi toutes les problématiques de territoire, les implantations d'entreprises. Au sein de cette agence, donc c'est un peu plus de 80 collaborateurs répartis sur 4 agences, Pessac, le site principal, Pau, Poitiers et Limoges. Au sein de cette agence, on a un service levée de fonds qui existe depuis un peu plus de 10 ans pour accompagner une cible uniquement start-up. Et je suis une des 4 personnes de ce service. On est 3 opérationnels, une personne, la responsable du service, Annabelle, qui gère les dossiers bordelais, ma collègue Charlotte qui gère plutôt le sud, et moi qui suis donc le référent pour le nord et l'est de la région, d'où ma présence aujourd'hui à ce webinaire. Pierre, tu veux que je partage ta présentation peut-être? Oui. Ok. Ça sera bien pour illustrer mes propos. Merci à toi. Je la lance. Voilà, normalement, vous devez la voir. Donc, notre mission au sein de ce service, c'est d'accompagner toutes les startups de la région qui sont dans des phases de levée de fonds. Pour vous rappeler un peu nos grands domaines d'intervention, on est donc sur des startups innovantes, puisque c'est un des sujets clés pour qu'on les accompagne, avec un fort potentiel de croissance. Et on est, nous, ce qu'on appelle dans la phase du seed. On a donc passé l'étape du pur amorçage et on est sur des startups qui ont déjà un produit qui est validé, qui ont déjà une traction commerciale. Et on va accompagner donc des levées de fonds qui vont être pour les plus petites autour de 300 000 € et pour les plus importantes autour d'1,5 million. On peut aller en deçà et un peu au-dessus. Voilà. L'équipe, donc je vous l'ai dit, c'est ces 4 personnes, avec Sylvie aussi qui est en bac pour nous accompagner sur toute l'arrivée des dossiers et notamment sur un process de digitalisation qu'on a lancé il y a maintenant 1 an, une plateforme sur laquelle on va avoir tous nos sas d'entrée des dossiers qui vont nous arriver. Voilà, ça c'est pour vous montrer les quelques données très rapides sur les levées qu'on a accompagnées depuis maintenant un peu plus de 10 ans, comme je vous le disais, avec 106 levées de fonds et notamment une année record l'année dernière puisqu'on a réalisé 17 levées de fonds. Et pour avoir un ordre d'idée à l'heure où je vous parle, on a déjà closé 9 levées de fonds, donc on est parti sur la même tendance. Donc, ce que je vous évoquais tout à l'heure, ça c'est un peu la phase d'intervention sur laquelle on va être présent. Nous, on est vraiment sur la partie seed. Avant nous, il va y avoir eu déjà certaines étapes où les startups auront été actionner les dispositifs à la fois de ce qu'on va appeler de la love money auprès de leur entourage et puis aussi les dispositifs de subvention auprès de la région et auprès de la BPI. Et c'est quand on va être dans cette phase d'accélération qu'ils vont pouvoir faire appel à nous et on va aller jusqu'à la phase, j'allais dire, on va pas après nous être présents sur les séries A, sur les séries B. Ça, c'est pas dans notre domaine d'intervention. Hop. Ça va vite. Alors déjà, une
pour vous donner un peu aussi quelques grandes lignes, avant de parler de comment on va gérer une levée de fonds, c'est important de rappeler, puisque dans les entreprises qu'on va avoir régulièrement avec nous en contact, une des premières choses déjà, c'est de savoir finalement pourquoi cette levée de fonds. Est-ce que c'est une étape indispensable? Ça, c'est, j'allais dire, la première règle à avoir en tête, parce que souvent on entend j'ai telle start-up que je connais qui a fait une levée de fonds de 10 millions, qui est partie aux USA, qui a réussi ceci, cela. La levée de fonds, c'est pas une étape obligée. Nous, quand on va avoir un dirigeant d'entreprise qui va nous appeler pour une levée de fonds, on va pas le pousser absolument vers cette levée de fonds si on estime au vu de son business plan qu'il n'en a pas besoin. Et il y a aujourd'hui, j'allais dire, des startups qui arrivent très bien à valider leur projet sans passer par une levée de fonds. Donc ça, déjà, c'est vraiment important. Une fois, par contre, qu'on sait pourquoi ils veulent faire une levée de fonds, là, bien entendu, il va falloir qu'on observe un certain nombre de points. Alors, la levée de fonds, pourquoi les avantages et les inconvénients. Alors déjà, pourquoi je vais faire une levée de fonds? Je vous l'ai dit, bien entendu, le point important, c'est je vais être dans une phase d'accélération. Mon produit commence à bien fonctionner, je commence à avoir des touches un peu partout. Et là, bien entendu, il va falloir que je développe mon outil, il va falloir que je recrute. Et donc, je vais avoir besoin de fonds rapidement. Et bien entendu, la levée de fonds, c'est un des avantages, c'est de pouvoir vous apporter des fonds. Et puis aussi, dans les avantages à pas négliger, c'est aussi le rôle d'un investisseur. Et Saveria vous le rappellera, le gros avantage, c'est d'avoir aussi un partenaire qui soit à vos côtés tout au long de cette phase pour vous conseiller aussi dans vos process, pour un accompagnement à la fois financier, mais aussi sur des aspects commerciaux. Suivant les investisseurs que vous allez faire rentrer, ils peuvent vous accompagner aussi à trouver des clients, à vous faciliter aussi des accès à certains marchés. C'est aussi un des rôles clés d'un investisseur. Dans les inconvénients, bon, j'ai Saveria à côté de moi, donc je vais éviter de parler trop d'inconvénients, mais les grandes lignes, hein, elles sont connues. Bien entendu, un point clé quand on fait une levée de fonds à avoir en tête, c'est l'aspect dilution de son capital. Il faut prendre cet aspect en compte que la startup, c'est un peu son bébé, on l'a créé, on est maître à 100% à bord de son navire, et là demain il va falloir accepter de lâcher un peu de lest, de perdre un peu de capital, et surtout d'avoir aussi finalement à expliquer quand on prend ces décisions, d'avoir d'autres personnes à son board pour finalement pouvoir prendre certaines décisions. Donc on n'est plus le seul maître à bord, et donc va falloir en tenir compte aussi au moment où vous allez commencer à réfléchir à cette levée de fonds. Alors, les mauvaises et bonnes raisons, on en a parlé un peu, hein. J'ai un peu abordé les points, mais ce qui est important, c'est quand je vais faire cette levée de fonds, il faut avoir bien entendu, je vous ai dit, réfléchi à tout ce qui va être important dans cette phase d'accélération pour votre entreprise. Il faut avoir réfléchi aussi au bon timing. Il faut avoir réfléchi aussi d'un point de vue financier, puisque une levée de fonds, pour vous le rappeler, j'ai un schéma qui vous le redira, le timing, il est plus ou moins compris entre 6 mois pour les phases les plus courtes et 12 mois pour les phases les plus longues, voire plus dans certains cas. Donc, il faut avoir les reins solides et aussi le temps nécessaire pour gérer toute cette phase. Alors, ce que financent les investisseurs aussi, pour vous rappeler les bonnes raisons, c'est que, je vous l'ai dit, il y a le recrutement, il y a la phase marketing, la communication, la propriété intellectuelle. Bien entendu, on ne va pas faire appel à un investisseur et entamer une levée de fonds quand on a des problématiques de dette. Une levée de fonds, c'est pas fait pour ça. Et y compris quand je suis vraiment dans une situation de trésorerie difficile,
j'ai d'autres façons d'intervenir pour ma trésorerie que de passer par une levée de fonds. Encore une fois, une levée de fonds, on est en bonne santé, on commence à avoir des signaux vraiment de plus en plus positifs et j'ai donc besoin de lever ces fonds-là pour continuer dans cette phase positive. Pierre, pardon, excuse-moi, peut-être si on peut faire intervenir Jean-François, là, notre témoin sur tes propos, justement, ça semble important sur le fait de ne pas aller tout de suite sur la levée de fonds si ce n'est pas utile. Peut-être que Jean-François, si vous avez un avis sur le sujet ou un éclairage. Oui, bonjour à tous. Merci de m'inviter à ce webinaire. Ravi d'y participer et de partager mon expérience. Moi, je suis un entrepreneur depuis une vingtaine d'années et j'ai bien calculé, j'ai tenté cette levée de fonds depuis 20 ans, à peu près sur un rythme de 3 par an. Donc, en fait, grosso modo, ça fait 20 ans que je fais des levées de fonds, en fait. Et sur ces 7 levées de fonds, déjà, il y en a 2 qui n'ont pas abouti. Donc, ce qui veut dire que, comme vient de le dire Pierre, ça marche pas à tous les coups. Faut le savoir. Et puis, ça prend souvent plus de temps que prévu. Ça, c'est vrai également. J'aurai d'autres commentaires sur d'autres slides ensuite. Le point qu'a souligné Pierre sur le slide précédent, je crois, concernant la gouvernance, c'est vrai que quand on est entrepreneur, ce qu'on voit dans une levée de fonds, c'est avant tout l'apport de fonds, mais le changement fondamental au quotidien, c'est quand même un changement radical de gouvernance. Et je dirais, quelle que soit la taille de la levée de fonds et quels que soient les intervenants, les business angels sont bien entendu pour les premiers tours des candidats parfaits pour faire des levées de fonds, mais en général, ils sont très difficiles à gérer dans le temps. C'est extrêmement difficile à gérer dans le temps. Ça prend énormément de temps et il y a beaucoup d'irrationnel. Donc ça, faut quand même être prudent avec je dirais prudent dans le sens où plus on va faire appel à des business angels, plus il y aura de business angels dans la table de capi, plus il y aura de chances qu'à un moment donné, il y ait un problème sérieux à gérer. Je crois que j'ai toujours eu des problèmes avec les business angels, en fait. Ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir de problème avec un business angel à un moment donné, quand j'ai eu des business angels à mon tour de table. Et le deuxième point, c'est quand vous faites entrer des investisseurs professionnels, c'est un changement radical de votre façon de travailler. Il faut pas croire qu'il faut dire ouais bon, il y a ces clauses-ci, machin, etc. Non, ça change vraiment la façon de fonctionner. C'est pas forcément que négatif, hein, loin de là, parce qu'un advisor, un board, un conseil d'administration est fait pour développer la société, mais c'est une méthode ce sont des méthodes de travail différentes. Merci Jean-François pour cet éclairage. Et puis, écoutez, vous intervenez quand vous le souhaitez. Hein, vous nous faites un petit signe. Ouais. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai que ça va relativement vite, donc. Oui, c'est pour ça. Je me permettrai peut-être du coup de faire ces petites pauses. Pierre. Oui, donc donc là c'est pour vous montrer un peu le timing de cette levée de fonds et des points importants quand on va être dans cette phase-là. Donc je vous parlais des 6 mois, mais dans la réalité, oui, on va être quand même plus proche en moyenne des 10-12 mois que des 6 mois. Ce qui est important quand on va démarrer cette levée de fonds, c'est bien sûr tous les documents, toute la préparation qui va être nécessaire à cette levée de fonds, suivant la maturité de votre startup et suivant votre accompagnement, bien entendu. Il y a des points clés dans une phase de levée de fonds en termes de documents, à commencer bien entendu par votre pitch deck, qui va être l'élément clé que va regarder un investisseur. Et il faut savoir qu'un investisseur, quand il va regarder un pitch deck, nous, pour avoir un ordre d'idée, sur notre plateforme, quand ils vont pouvoir venir accéder au pitch deck des startups qu'on accompagne,
ils vont à peine y passer 2-3 minutes, voire pour certains à peine 30 secondes. Il faut qu'ils aient tout de suite des éléments clés, des mots-clés, c'est ce qu'ils vont regarder en priorité, d'où vous en êtes, de l'innovation de votre produit et en quoi il se démarque. Ça, c'est très important. Et surtout, bien entendu, l'équipe derrière, c'est un des principaux points avec le porteur de projet qu'ils vont regarder. Donc après le pitch deck, bien entendu, il va y avoir le BP, votre prévisionnel. Il faut qu'il soit le plus proche de la réalité. C'est toujours un peu compliqué de voir un peu les certains chiffres qu'on nous avance ou qu'on avance aux investisseurs par rapport à ce qui devrait être, j'allais dire. C'est aussi un point important. On a tendance, j'allais dire, dans les présentations qu'on voit, notamment sur les produits, sur les phases un peu deep tech, d'avoir des… alors, on est ingénieur, on connaît très bien son produit, mais ce qui est important aussi, c'est de vulgariser son produit. Parce qu'en fait, vous avez face à vous des gens qui sont pas forcément issus de ce domaine-là, et c'est important de rester, de leur présenter les choses les plus simplement possible, en quelques mots, pas la peine d'en dire trop. Jean-François l'a dit, donc je vais passer vite là-dessus, mais c'est important, la partie, une fois qu'on a les documents prêts, c'est le ciblage investisseur. Et comme Jean-François l'a très bien dit, il y a une typologie d'investisseurs qui est différente suivant la phase de levée de fonds que vous allez avoir, suivant le ticket que vous allez aller chercher, et ils vont pas avoir les mêmes regards et les mêmes attentes. Nous, très clairement, sur des phases de levée de fonds de 300 000, on va plutôt aller chercher du BA et j'allais dire… bien entendu aussi les fonds régionaux qu'on a l'habitude de solliciter pour tous les types de tickets. Quand on va être sur des phases où on est sur 1,5 million, là, on va être plutôt sur des fonds institutionnels et des fonds corporate. Voilà. Et les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Le temps passé n'est pas le même. La lecture qui est faite des documents financiers n'est pas la même. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Et nous, on va passer beaucoup de temps sur cette partie ciblage. Et on va essayer d'être vraiment de restreindre le plus possible cette sélection. Ça sert à rien d'aller balancer à 100 investisseurs. Il faut mieux avoir un ciblage qui soit très bien fait, très sélectif en fonction des investisseurs qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'on va y passer pas mal de temps et ça va être une étape clé. Et je complète le propos de Pierre parce que nous, en tant qu'investisseurs, on aime bien aussi être choisis. Donc, avoir en face de nous des dirigeants qui connaissent un peu notre fonctionnement et qui ont envie de travailler avec nous. Donc, cette phase de ciblage, on la ressent aussi du côté investisseur et elle est importante. Ouais. Donc, une grosse étape après, ça va être ce qu'on appelle le roadshow. Hein. Donc, vous allez rencontrer tous les investisseurs. Ça aussi, ça se prépare, ça se prend pas à la légère. Faut savoir que c'est des rendez-vous suivant les investisseurs qui peuvent prendre, dans la majorité des cas, ils vont nous accorder 1 heure, mais certains vont avoir moins de temps. Donc, généralement, vous avez à peu près 15 minutes pour présenter votre deck. Et puis après, un certain nombre de questions. Donc ça, généralement, il faut aussi être bien préparé à ce type de rencontre parce qu'on n'a souvent pas, entre guillemets, de deuxième chance. C'est-à-dire que c'est sur ce premier rendez-vous-là que vous allez jouer la suite, en fait. Puis après, les étapes, mais je ne vais pas trop développer parce que ça fera l'objet d'un autre webinaire. Je vais peut-être laisser la parole à ce stade-là, comme on arrive sur la rencontre investisseur à Saveria, qui va donner un peu quelques points. Pierre, j'ai juste quelques commentaires à faire sur le slide d'avant. Ouais, je le remets. C'est intéressant. Ouais. Différents points. Je risque d'être un petit peu long. Si je suis trop long, vous m'interrompez. Mais le premier point sur les montants levés, sur les petits montants, quand on est sur du 300 000 avec des business angels, etc. Moi, je note un point qui est un peu contre-intuitif, c'est que souvent les entrepreneurs se payent pas ou peu. Je pense que c'est une erreur parce que ça envoie un mauvais message, je dirais, à ces business angels, voire aux investisseurs après. Moi, je pense que si on croit en son projet et s'il est suffisamment mature,
il faut plutôt que se payer, parce que souvent le point c'est on se paye pas, mais on met pas de capital. Ben, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut mettre du capital dans la société, montrer son engagement en capital, se payer à un salaire probablement inférieur à ce qu'on gagnait, mais se payer et valoriser avec, je dirais, des aides de la BPI, etc., avoir un effet de levier sur le capital que vous investissez. Ça, c'est déterminant et vous êtes gagnant très largement, surtout avec tout ce qui existe en France, mais très, très largement. Donc, le calcul de dire, je me paye pas, mais je mets pas d'argent dans la boîte, c'est un très mauvais calcul qui envoie pour moi un mauvais message. Parce que moi-même, je suis Business Angels et je regarde finalement comment les gens se comportent dans leur propre entreprise. Parce que quand vous commencez à vous verser un salaire avec votre propre entreprise, c'est-à-dire que vous êtes le premier à croire à votre entreprise. Et ça, c'est déterminant. Sur la préparation qui est marquée, une préparation en amont déterminante, c'est absolument clé. Je vais prendre l'exemple d'Elicit Plante, donc qui est la société dont je suis actuellement président et pour laquelle nous sommes en train de faire une levée de fonds en phase de closing. On a fait en effet cette phase de préparation et de ciblage qui a duré en effet 3-4 mois. Le lancement de la levée de fonds, on a dit on appuie sur le bouton. Quand on a su qu'on allait pouvoir annoncer dans les 3 prochains mois une succession de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que la rencontre avec les investisseurs et la valorisation doit être un chemin. C'est un peu un chemin de croix par moment, c'est vrai, mais il doit être également un chemin de bonnes nouvelles. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, vous allez tout de suite comprendre, quand on a su que de façon à peu près certaine, on allait avoir l'AMM, alors qu'en début d'année, on ne le savait pas, à mars, on avait des éléments, on a dit on va lancer la levée de fonds. Mais on n'a pas dit on va avoir l'AMM, on a dit on pense avoir l'AMM à horizon court terme. Je peux vous dire qu'il n'y avait aucun investisseur qui nous croyait. Et un mois après, quand on a eu l'AMM, on a relancé les investisseurs, on a dit on a eu l'AMM. Les gens ont dit ah, et on a relancé l'intérêt. Après, on avait le plan de production, mise en production, qui était tout prêt avec notre industriel. On a appuyé sur le bouton, l'industriel a fabriqué nos plans de production, on a sorti des lots. Donc après, un mois et demi après, on a dit ça y est, on est capable de faire le scale-up, on a un industriel qui a produit. Vous voyez, c'est cette logique-là dans laquelle il faut rentrer, une succession de bonnes nouvelles pour créer de la dynamique, de la tension et de la compétition entre les investisseurs. Parce que si c'est flat, je dirais vous avez du mal à garder l'intensité. Et il y a un point qui est également déterminant. Quand vous êtes un investisseur, bien sûr, vous avez envie de croire la personne qui vous parle, mais finalement, à la fin, vous émettez quand même des doutes, vous avez besoin d'éléments de réassurance. Donc, la tactique absolue, qui est également un petit peu contre-intuitive, désolé, je vais employer un terme en anglais parce que parfois je n'ai que cela, mais c'est under-communicate et over-achieve. C'est-à-dire que dans le pitch deck, il faut réussir à raconter une histoire, mais jamais en se mettant en surcommunication, parce que la surcommunication ne fonctionne jamais. Et au contraire, dans les 3 mois qui suivent la levée de fonds, c'est là où il faut aller plus loin que ce qu'il y avait pratiquement dans le pitch deck. Ça, on l'a fait. Oui, on est allé plus loin. Ça, on l'a fait. Et là, vous créez une dynamique très forte. Et aujourd'hui, on est en phase de closing. Et je pense que si je comptais, je pense qu'on est souscrit potentiellement 3 ou 4 fois, quoi. Je pense que j'ai un niveau de backup. J'ai 4 investisseurs minimum qui sont prêts à prendre la main si le premier lâche. Hein. Vraiment minimum. Donc, c'est cette dynamique, je pense, qui crée cette compétition qu'il faut réussir à créer et c'est pas facile. Oui, je complète ce que dit Jean-François. Effectivement, c'est très intéressant et surtout sur le volet de dire quand on présente l'histoire de l'entreprise, ne pas surcommuniquer comme vous avez dit, c'est-à-dire être vraiment dans une relation de confiance et puis ne pas dire plus que ce qui a été réalisé parce qu'après, vaut mieux qu'on ait des bonnes nouvelles plutôt que d'avoir des déceptions par la suite parce que nous, on veut vraiment se mettre dans une relation de confiance avec le dirigeant et donc, voilà, ce qu'il nous dit, c'est ce qui est assuré. Et s'il y a plus, c'est mieux et c'est des bonnes nouvelles et ça nous permet de renforcer cette relation de confiance.
Merci. Oui, parce que c'est valable pendant la levée de fonds, mais c'est valable également après. Ouais. Merci Jean-François. Saveria, tu veux reprendre, garder du coup la parole pour… Oui, je vais continuer. Donc, Saveria Désert, donc je suis directrice de participation chez Akiti Gestion. Donc, merci beaucoup à Eurekatech et la Technopole de La Rochelle d'avoir organisé cet événement parce que c'est vrai que la levée de fonds, c'est un sujet important et ça reste vraiment une étape clé dans le développement des startups. Donc, moi, je vais vous présenter, comme l'a dit Yannick, un peu le côté investisseur, quels sont nos critères de sélection et comment est-ce qu'on fonctionne après quand on a investi dans les sociétés. Donc, avant de rentrer dans ce détail, je vais vous présenter très rapidement donc Akiti pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Akiti, c'est une société de gestion. Attends, je vais passer dessus. Une société de gestion dont le métier, c'est d'investir en capital dans des sociétés à fort potentiel de croissance de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a 2 grands types d'outils. Donc, des prêts d'honneur innovation qui sont des prêts qu'on fait à l'équipe dirigeante jusqu'à des montants de 100 000 €, donc des prêts à taux zéro avec un remboursement différé. Donc, un outil très intéressant, comme le dit Jean-François, pour les dirigeants qui n'ont pas forcément les moyens d'investir au capital de la société. Là, ça leur permet d'apporter des fonds propres directement à la société. Donc, cet outil s'adresse vraiment aux startups innovantes en amorçage, donc au démarrage de l'activité. Et ensuite, le gros de notre métier, c'est quand même des investissements en capital dans des sociétés à fort potentiel de croissance. Donc, à partir de 100 000 € jusqu'à 10 millions d'euros en une ou plusieurs fois par dossier. Donc, nous prenons toujours des prises de participation minoritaires. On peut investir seul ou en co-investissement avec des horizons de liquidité. Donc, nous, il faut qu'on soit sorti des sociétés 5 à 7 ans après, voire on peut attendre un peu plus. Donc, on est un investisseur, je dirais, patient par rapport à d'autres investisseurs. Vous voyez, on a toute une palette d'outils pour accompagner les sociétés à tout leur stade de développement. On regarde des sociétés au niveau de l'amorçage, création, développement, reprise, transmission. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'être là pour accompagner les étapes clés du développement des sociétés, les accompagner dans la durée. Et donc, nous sommes un fonds d'investissement régional. Donc, nos cibles, ce sont que des sociétés de Nouvelle-Aquitaine. Donc, après, pour voir un peu notre volet d'activité, donc ça fait 20 ans qu'Akiti existe. Aujourd'hui, on a plus de 200 participations dans notre portefeuille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 bureaux, donc un à Bordeaux, un à Limoges et un à Poitiers. Donc, ça nous permet d'être au plus près des sociétés qu'on accompagne. Et ça, c'est vraiment une originalité par rapport à d'autres fonds qui existent ailleurs. On est vraiment un fonds très, très implanté en région. Alors maintenant, venons à ce qui nous intéresse, donc la levée de fonds. Donc, je voulais vous parler un petit peu l'enjeu de nos investissements. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier? Donc, c'est d'abord pour apporter à l'entreprise des financements sur le long terme, comme je l'ai dit. Pour financer, là, je ne vais pas revenir dessus, des investissements principalement immatériels, comme l'a évoqué Pierre. Et donc, avoir surtout un effet de levier sur d'autres financements, parce que quand vous renforcez vos fonds propres, ça vous permet par la suite d'avoir accès à certains financements qui sont vraiment indexés sur le montant de vos fonds propres. Je pense à BPI, certaines aides de BPI, certains prêts ou même des banques. Donc, en général, quand on apporte on peut avoir x2, x3 via d'autres financements après avoir renforcé ses fonds propres. Donc là, c'est l'objectif de nos investissements, ce qu'on apporte également à l'entreprise. Et également, ça peut être une image positive vis-à-vis de partenaires, de banquiers, de savoir qu'il y a un fonds qui est rentré dans une société parce que ça donne l'assurance d'un financement à tenter, mais aussi d'un financement par la suite. Donc, nous, on ne prend pas de participation majoritaire dans les sociétés. Donc, nous, on reste minoritaire. Donc, on laisse gérer la gestion opérationnelle aux dirigeants. Mais on a vraiment un objectif commun avec ces dirigeants, donc que la société crée de la valeur, donc crée de la valeur pour la société, mais également pour la région, pour notre territoire, par la création d'emplois. Donc, c'est vraiment créer cette relation durable pour créer de la valeur. Donc, je le redis, on a vraiment un objectif commun avec les dirigeants. Donc, c'est vraiment que la société se développe. On est de leur côté. Donc, comment est-ce qu'on choisit nos bons projets? Donc, Pierre l'a un peu évoqué. Nous, ce qui compte le plus vraiment, c'est l'équipe. Vous voyez, ça fait maintenant 8 ans que je fais du capital risque et je dirais vraiment le facteur clé de succès d'une société, c'est vraiment avoir une bonne équipe. Donc, avoir un bon dirigeant. Donc, s'il est seul au début, voir s'il a la capacité d'aller chercher les compétences qui lui manquent. Parce qu'on ne demande pas aux dirigeants de tout savoir, maîtriser le technique, le marketing, le financier, c'est compliqué. Mais donc, avoir un dirigeant capable de savoir s'entourer et qui est à l'écoute, notamment parce que quand on lance une première idée de création d'entreprise avec un premier produit, nous, on l'a vu dans certains cas, quand le marché ne répond pas de la manière dont il est envisagé ou quand il y a un obstacle qu'on n'avait pas identifié au début, une réglementation qui change ou quelque chose comme ça,
eh ben, ce qui est crucial, c'est que le dirigeant ait la capacité à se remettre en cause, à pivoter, à changer d'activité ou revoir autrement son modèle économique. Donc là, vraiment, je dirais le critère humain est très important dans notre facteur de sélection. Ensuite, forcément, on regarde l'offre de l'entreprise qu'elle propose, son produit ou son service. Donc là, ce qui est important pour nous, c'est que ce produit ou ce service soit différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc que la société ait une avance par rapport à ses concurrents et que cette avance qu'il y ait un peu une barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'elle soit protégée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des concurrents qui puissent, dans les 3 mois, proposer la même chose que ce que propose l'entreprise. Donc, on va regarder un peu les barrières à l'entrée qui existent, des brevets, un procédé particulier, des contrats qui sont déjà signés, une communauté d'utilisateurs. Voilà, tout ça, ça renforce, je dirais, l'intérêt qu'on peut avoir sur l'offre de la société. Ensuite, bien sûr, on regarde le marché. Donc, le marché, savoir s'il est accessible, s'il a des perspectives de croissance. Vous voyez, s'il y a un marché vraiment de niche avec très peu de clients, bon, on ne regardera pas le dossier parce que voilà, l'objectif, c'est que 5 à 7 ans, quand même, on ait une rentabilité économique derrière de la société. Et le marché, on regarde aussi dans quelle durée il peut être accessible. S'il y a vraiment des jalons, je ne sais pas, certains agréments à aller obtenir, certains passages obligés avec des référents du secteur. Voilà, on regarde vraiment le timing parce que nous, si on a je sais pas, des projets qui mettent 15 ans à se développer, très capitalistiques, c'est des choses qu'on ne peut pas faire aussi. Et les fonds regardent également le timing d'accès au marché par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à la société. D'où l'intérêt de bien choisir ces fonds pour avoir quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'ils attendent. Puis bien sûr, Pierre l'a dit, un BP crédible. Aujourd'hui, moi, je vois des choses quand même de temps en temps souvent délirantes, c'est-à-dire que j'ai jamais vu de société qui en 3 ans passait de 0 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc souvent, j'ai vu des sociétés qui peuvent être accompagnées par des leveurs de fonds qui disent qu'il faut avoir des choses attractives pour les fonds, mais nous, on aime quand même rester réaliste par rapport à une cohérence, c'est-à-dire que quand vous êtes en croissance, vous ne pouvez pas multiplier votre équipe par 10 en 3 ans, multiplier votre capacité de production. Il y a quand même une montée qui doit se faire progressivement pour que ce soit bien fait. Donc voilà, un BP qui soit quand même réaliste et des valorisations aussi qui soient réalistes, mais je vais en reparler par la suite. Voilà, parce que souvent on a des valorisations qui sont calculées sur des BP délirants, donc on arrive à des valorisations qui sont complètement déconnectées du marché, mais je vais en reparler. Donc voilà un peu pour nos critères de sélection, vraiment une équipe, je dirais au top et à l'écoute, avec un produit qui a une avance sur un marché facilement accessible. Alors pour revenir sur l'étape d'instruction chez nous, donc Pierre l'a bien dit, ça prend du temps. Alors quand vous arrivez en relation avec un fonds, vous avez un premier contact dont Pierre a également parlé. Et donc, nous, à l'issue de ce premier contact, l'objectif, c'est de voir si ça colle avec notre thèse d'investissement. Donc, si les montants demandés, ça correspond à ce qu'on peut apporter, si les secteurs d'activité, ça colle également avec notre thèse d'investissement. Donc, à l'issue de ce premier rendez-vous, soit il y a déjà à ce stade-là un go, no-go pour savoir si on va plus loin. Mais là, vraiment, c'est des critères, je dirais, bien normés, ça colle pas. Ensuite, vous avez une personne du fonds qui va prendre rendez-vous avec vous pour vous rencontrer. Et là, l'instruction vraiment commence. Et donc, la personne, le directeur de participation chargé d'affaires qui prend en charge l'instruction pour vous dans les fonds, il fait des points réguliers avec son équipe pour vraiment avancer sur mieux connaître l'offre de la société, l'équipe, le marché. Et donc, à tout moment, il y a des go, no-go de son équipe interne en disant oui ou non, oui, on va plus loin, il y a des points bloquants, etc. Donc là, cette phase d'instruction, elle peut durer 2 à 3 mois. Et là, vraiment, nous, ce qu'on demande aux dirigeants, c'est d'être très transparent, puis idéalement assez réactif pour répondre à nos questions. Parce qu'on peut en poser beaucoup, parce que nous, vraiment, on veut bien comprendre l'activité de la société, son fonctionnement, parce que la personne du fonds, après, c'est elle qui va rédiger un dossier qu'elle va présenter à son comité d'investissement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tout connaître pour pouvoir répondre après à toutes les questions du comité. Donc là, le dirigeant a tout intérêt à être vraiment transparent et à donner toute l'information que demande le fonds. Et notamment, on peut vous demander également de pouvoir appeler des clients, des partenaires, voilà, pour nous assurer qu'il y a déjà une traction du marché et que voilà, votre produit, votre offre a un intérêt. Donc voilà, cette partie peut prendre plus ou moins de temps. Je ne peux pas vous donner une durée, je dirais, fixe parce que ça dépend vraiment des dossiers, de la réactivité des dirigeants, s'il y a beaucoup de choses à fouiller ou si c'est clair dès le départ. Donc après, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de présenter un dossier à un comité d'investissement qui dit si oui ou non on finance, pour quel montant. Donc là, une fois que cette étape du comité est passée, si c'est positif, nous, on vous envoie une lettre qui s'appelle une lettre d'intention dans laquelle on présente les modalités de notre investissement, c'est-à-dire quel montant, sous quelle forme et quelles vont être les grandes lignes du pacte, c'est-à-dire de quelle manière
va se passer la gouvernance ensuite avec vous. Donc, l'objectif de cette lettre, qui est, je dirais, assez légère, on peut faire entre 5 et 10 pages, c'est de se mettre d'accord sur les grandes lignes de notre investissement pour qu'après, on n'ait pas à dérouler, je dirais, impact et toute la documentation juridique et qu'on se rende compte qu'il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord. Donc, cette lettre, elle est destinée à être négociée. On vous envoie une première version. Il peut y avoir des allers-retours. On peut mettre du temps pour se mettre d'accord ou on peut arriver rapidement à un accord. Donc, là aussi, il y a un delta de temps qui peut être très variable en fonction des projets. Et une fois que cette lettre est signée, on déroule toute la documentation, on prépare le pacte ou les contrats d'obligation convertibles. Là, il y a certains fonds qui peuvent faire des phases d'audit préalables. Donc, aller vérifier que tout est carré du point de vue financier, juridique, social. Voilà, l'objectif de ces investisseurs qui font ces audits, c'est que tout soit bien carré quand on rentre. Il peut y avoir des points, je dirais, des choses à mettre au clair avant que le décaissement ait lieu. Et après, une fois que tout est prêt, la documentation juridique est prête, c'est signé et on décaisse. Donc, j'ai mis à côté une dédication de timing, 6 à 9 mois. Bon, si ça va vite, on peut mettre 4 mois ou 6 mois. Si c'est long, on peut mettre jusqu'à 12 mois. Voilà, c'est vraiment variable. D'où la nécessité, comme dit Pierre, d'anticiper pour pas que vous ayez le couteau sur la gorge à la fin, c'est-à-dire plus de financement, plus de cash, et que vous soyez obligé de tout accepter voilà, en se disant qu'il faut que ça aille le plus vite possible. Pour que vous puissiez gérer ça de la manière le plus sereine possible, pour que vous n'ayez pas de problème de financement pendant cette phase de négociation avec l'investisseur. Juste, Saveria, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ta présentation. Il y a un point très important aussi quand vous allez entamer cette démarche de levée de fonds en amont. C'est de tout de suite, je parlais d'accompagnement et d'avoir anticipé le choix d'un avocat d'affaires. Parce que quand vous allez arriver justement dans ces aspects juridiques, LOI, pacte d'actionnaire, il faut vraiment que vous soyez accompagné par quelqu'un qui soit habitué à tous ces aspects juridiques. Et c'est pas au moment où vous allez arriver en négo avec l'investisseur qu'il faut que vous allez choisir cet avocat. Il faut que ça soit fait vraiment en amont. Donc, pour rajouter en fait dans toutes ces étapes de préparation, c'est aussi un élément important. Oui, tout à fait, Pierre. J'allais en parler justement je voulais faire un petit focus sur les négociations entre les dirigeants et les fonds. Donc, très important de se faire accompagner en amont, de bien calibrer son besoin, c'est-à-dire de savoir vraiment de combien on a besoin et de savoir quelles sont les conditions qu'on est prêt à accepter ou non. Être bien au clair en étant bien accompagné en préalable pour savoir ce que ça implique en fonction de ce qu'on peut lâcher, je dirais, ou non dans les négociations avec l'investisseur. Donc là, ces négociations, nous, on a vraiment besoin de transparence parce que là, c'est le début des relations donc avec les dirigeants. Et nous, on a vraiment besoin d'avoir une relation de confiance pour que ça fonctionne bien par la suite. Donc, être transparent sur les informations et sur les objectifs que les dirigeants peuvent avoir. Donc là, je reviens sur la valorisation. Donc après, quand on a une valorisation donc trop élevée, alors souvent, les dirigeants ont beaucoup travaillé avant de venir nous voir. Nous, les sociétés viennent nous voir au moment où elles sont, je dirais, juste en amont de la commercialisation. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fourni avant. Donc, les dirigeants en attendent beaucoup. Mais le problème, c'est qu'après, la société, elle a une valeur de marché qui n'est pas forcément corrélée au travail au temps que le dirigeant a passé sur le projet en amont de la création ou au début. Et donc, vous voyez, si vous démarrez avec une valorisation trop haute à un temps T, après 2 ans ou 3 ans après, en fonction de la croissance de votre société, vous êtes amené à relever des fonds. Et là, vraiment, il y a une valeur de marché parce que vous avez des maîtrises, je dirais, financières. On voit combien la société sort de rentabilité, où elle en est. Et de temps en temps, quand on fait des multiples, on ne se retrouve pas du tout à une valorisation supérieure à ce que les investisseurs ont payé à 3 ans. Donc là, on se trouve dans une phase délicate. On est obligé de revoir les valorisations à la baisse. Et donc, c'est un message quand même négatif pour la suite d'avoir une valorisation très haute, puis qui rebaisse, puis à la fois pour les dirigeants, parce que c'est aussi les dirigeants ont mis de l'argent dans la société qui avait une valeur et qui se dévalue par la suite. Donc, vraiment, je vous engage à être, je dirais, le plus près, avoir des valorisations vraiment ajustées au stade de développement de votre société et par rapport à ce que vaut vraiment la société sur le marché, parce que sinon, après, vous pouvez vraiment avoir des déconvenues. Et donc, si vous êtes déçu par rapport à une valorisation dans le cadre d'une négociation avec les investisseurs, sachez que nous, on a toute une palette d'outils, si on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord, pour que vous puissiez avoir des mécanismes de récupérer des actions gratuites 2 ans ou 3 ans après, si effectivement votre BP se réalise et que vous avez de très bons résultats, ce qui vous permet de récupérer des actions gratuites et revenir sur une valorisation qui était un peu proche de celle que vous aviez proposée au début. Donc, nous, on a quand même des outils qui permettent de se mettre d'accord et si le dirigeant dit « si, moi, vraiment, je vais faire ce BP », qui puisse effectivement par la suite récupérer, gérer une part de capital importante et que ça corresponde à la valeur qu'il attendait au départ. Donc voilà, restez pas bloqués si un fonds, je sais pas, vous demandez une valorisation de 4 et le fonds propose que 1 ou 2. Après, ça peut bien se passer par la suite et que vous y retrouviez
ensuite. D'où l'intérêt vraiment d'être accompagné par un avocat qui peut vous expliquer tous ces mécanismes. Vous n'avez pas l'impression de vous faire léser, mais voir vraiment que c'est une relation gagnante-gagnante avec le fonds, parce que le fonds a tout intérêt que la société prenne de la valeur. Saveria, pardon, peut-être si Jean-François veut réagir là un peu à chaud sur les questions de valorisation et de confiance, parce que je crois que tu l'as rappelé, la confiance est importante. Est-ce que Jean-François, vous avez un je voulais réagir sur le slide précédent, Saveria, si vous pouvez le remettre avant. Je reviens dessus. L'entonnoir là, parce que en fait cet entonnoir là, je dirais dans les rendez-vous, si vous ciblez bien vos investisseurs, vous avez quand même, bon, bien sûr il y a de la perte, hein, mais vous avez quand même pas mal de rendez-vous. Par contre, on découvre pas facilement le fait que finalement, certains investisseurs ne vont pas pouvoir investir chez vous et ils ont toujours plein de raisons pour ne pas investir chez vous. Et les raisons, il y a en effet les thèses d'investissement qui sont déterminantes et des fois, il y a des détails dans les thèses d'investissement où les investisseurs peuvent pas investir. Il y a également le timing du fonds qui est très important, très, très important. C'est-à-dire qu'il y a des fonds, ils lèvent de l'argent. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas d'Equity qui a un flow assez continu, mais il y a pas mal de fonds qui sont vraiment dans des phases et il s'avère finalement dans la levée de fonds que l'on a faite là qu'il y avait à peu près un tiers des fonds qui étaient intéressés par notre dossier, mais en réalité moi je découvrais qu'à l'instant où je leur parlais, ils n'avaient pas les fonds pour mettre dedans, ou c'était une queue de fonds, ou ils l'avaient pas encore, etc. Donc, ça veut dire potentiellement de la perte de temps et de la perte au feu. Et mon associé Émeric Molin, qui était avec moi, quand il a vu la différence qu'il y avait entre, je dirais, l'accueil qui était fait par les investisseurs sur notre pitch et les gars qui déclinaient finalement un mois ou deux après en disant non, c'est pas possible. Là, il m'a dit, putain, mais j'aurais jamais cru que c'était aussi dur de lever des fonds parce que à un moment donné, les mouches tombent. Et à la fin, il n'y a plus grand-chose. Donc, ça me permet de rebondir sur la valo. La valo, à la fin, c'est pas vous qui l'a faite. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas vous qui l'a faite, c'est le marché qui l'a fait. Donc, si vous avez qu'un seul investisseur qui est prêt à investir chez vous, la valo de votre boîte, ça sera probablement quelque chose d'assez proche de la valo qui vous a proposé. Sinon, il n'y aura pas de deal. Donc, réussir à créer de la compétition, c'est pas facile dans une levée de fonds. Et également, je rejoins Saveria. Ce qui est important dans une levée de fonds, c'est pas la valo du tour en question. C'est le futur. Je dirais, c'est pourquoi faire, où on va aller. On vient aux questions plus philosophiques de la présentation de Pierre avant, mais c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Et la valo de ce tour-là, elle est moins importante finalement que qui est-ce qui va se retrouver autour de la table avec vous pour travailler pas au quotidien mais pas loin et vous accompagner dans le temps. Merci Jean-François. Saveria, Pierre, je crois que Saveria, si tu veux reprendre la. Oui, je termine juste sur les relations avec l'investisseur. Donc, une fois que l'investissement est réalisé, donc vous avez un investisseur avec vous. Donc après, l'implication des investisseurs dans les sociétés peut être différente selon le fonctionnement des fonds. Donc là aussi, en fonction de ce que vous recherchez, ce que vous attendez, il faut que vous choisissiez bien vos fonds. Parce qu'il y en a certains qui sont carrément membres du conseil d'administration ou invités au conseil d'administration. Il y en a qui se mettent dans des conseils stratégiques ou il y en a qui sont des investisseurs, je dirais, plus dormants et qui vous demandent juste de l'information. Donc là, en fonction de ce que vous recherchez, les fonds peuvent fonctionner différemment. Mais il y a une chose commune, c'est qu'il y a des informations qui sont demandées régulièrement donc aux dirigeants par le fonds, donc ce qu'on appelle le reporting, donc qui peut être demandé à des fréquences souvent de 3 mois. Donc les fonds demandent des indicateurs financiers et puis également des informations sur les faits marquants de ce qui se passe dans les sociétés. Donc là, vraiment, c'est un outil de pilotage pour l'investisseur, mais c'est vertueux aussi pour le dirigeant parce que ça permet de se poser tous les 2-3 mois pour savoir où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs. Et donc là, c'est intéressant d'être complètement transparent aussi avec le fonds parce que forcément, il y a des choses qui peuvent se passer pas comme prévu, mais tout s'explique. Et dès lors que c'est expliqué, l'investisseur
peut vous aider, donner des contacts, vous permet peut-être d'avancer mieux sur certaines difficultés. Donc là, vous avez tout intérêt à travailler vraiment en toute transparence et à donner l'information aux investisseurs parce qu'ils sont là vraiment pour vous aider. On a cet objectif commun du développement de la société. Donc, vraiment, c'est quand la communication est fluide, c'est là où vraiment la relation est plus riche avec les investisseurs. Donc, la majorité des investisseurs, quand même, l'objectif, c'est pas de prendre le contrôle de la société. On laisse vraiment la direction opérationnelle aux dirigeants. Donc, nous, vraiment, on vient en support en fonction des besoins du dirigeant pour l'aider, à faire grandir sa société. Donc, vraiment, l'approche dès le départ, je dirais, j'ai marqué bienveillance et confiance. Nous, chez Acquity, on est vraiment dans cet objectif-là. Donc, c'est être aux côtés du dirigeant, mais vraiment lui laisser le pilotage opérationnel de la société. Et nous, ce qu'on peut apporter, c'est vraiment peut-être un regard de temps en temps en termes de stratégie, parce que voilà, les investisseurs, ils sont aussi dans d'autres sociétés, donc on peut avoir des choses qui sont passées de manière similaire, donc voilà, des conseils de bonnes pratiques qu'on peut apporter aux dirigeants, et également un réseau, parce qu'on connaît pas mal de sociétés, et puis nous qui sommes un fonds régional, on connaît également les acteurs institutionnels, donc ça permet d'ouvrir certaines portes plus rapidement. Donc voilà, une relation qui fonctionne, c'est vraiment une transparence des informations qui circulent et vraiment un accompagnement proche. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment d'avoir de belles pépites dans la région et voilà, d'accompagner les dirigeants pour en arriver là le plus vite possible. Voilà, merci de votre attention. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions, Laetitia. Il y a des questions dans le chat. Oui, alors attendez, peut-être juste, pardon, avant de passer aux questions, si Jean-François, je me permets, si Jean-François veut réagir peut-être et redonner un éclairage un peu sur son parcours vis-à-vis de ce qui a été évoqué par Saveria et Pierre. Et puis ensuite, effectivement, il y a quelques questions à vous faire remonter. Jean-François, si vous avez un propos. Non, je crois que j'ai fait mon commentaire et en effet, bon, Acquity est au capital, je dirais, des licit plantes, donc j'ai un droit de réserve. Non, je rigole. Non, je pense qu'en effet, je crois que c'est déterminant ce qu'a dit Saveria. Je pense qu'il faut réussir à établir un lien de confiance avec ses investisseurs pour s'assurer une certaine tranquillité. Et ce lien de confiance, bien entendu, s'appuie sur la transmission des bonnes nouvelles dans la phase de levée de fonds et puis des mauvaises nouvelles, parce qu'il y a forcément des mauvaises nouvelles dans la société, en toute transparence et de façon systématique pour qu'à aucun moment cette confiance soit rompue. À partir de ce moment-là, les investisseurs sont des professionnels, contrairement aux business angels, je dirais, et ils arrivent à comprendre ils comprennent parfaitement qu'il y a des mauvaises nouvelles, que dans des sociétés, des fois, ça se passe pas du tout comme on avait prévu, qu'il y a des tensions, etc. Mais potentiellement, si vous avez bien communiqué, ils sont toujours là à vos côtés pour vous aider. Voilà. Ok, merci Jean-François. Donc on va passer aux questions. Donc il y a des questions qui sont remontées dans le chat. Alors peut-être voilà, donc elles sont là. Donc il y avait déjà une précision qui avait été demandée sur la signification d'AMM, mais Mathieu Gabard a précisé. Là, on était sur du réglementaire, hein, c'est ça, l'autorisation de mise sur le marché. C'est votre activité spécifique, hein, Jean-François, c'est ça? Oui, la commercialisation de produits nécessite donc des autorisations réglementaires qui sont appelées des AMM. Non, voilà. Donc sans AMM, vous ne pouvez pas faire de business en gros. Donc c'est vrai que pour la levée de fonds, c'était bien d'avoir une AMM. Donc ça a déclenché, c'est ce qui a déclenché notre levée de fonds. En fait, par rapport au timing, c'était un élément déclencheur. Mais on a fait en sorte que ça soit une bonne nouvelle dans notre process. Ok, merci. Une question de Frédéric Mourier. Je vous la lis textuellement. À partir de quand considère-t-on qu'il y a une traction du marché? J'imagine que cela dépend des secteurs. Ouais. Non, effectivement, ça dépend des secteurs. C'est difficile de vous donner des chiffres. Mais nous, pour vous dire un peu à quel moment on va décider d'accompagner des startups, on va tenir compte effectivement de ces notions de traction commerciale. Alors, excepté un secteur très particulier qui est la deep tech et qui demande beaucoup plus de R&D, où on va être moins exigeant.
sur la plupart des secteurs, ce qui va être très important, c'est la notion de récurrence. Et ça, les investisseurs, ils y sont très attachés de voir qu'il y a finalement un revenu récurrent qui rentre. Et chez nous, on attend des startups qu'on accompagne une récurrence, j'allais vous dire, de 10-15 KE mensuels. On est sur des notions de chiffre d'affaires annuel entre 150 et 200 000 euros pour voir de l'attraction commerciale. Et ce qui est important, c'est la notion aussi d'un pipe commercial. Il faut que l'investisseur, même si vous n'avez pas encore ces notions de vente réalisées, au moins de pouvoir lui montrer à travers un doc, le pipe commercial, que vous êtes bien avancé, qui sait que vous avez tant de signatures, à 90%, il y a tant qui va être signé, avec quelques noms de clients importants. Et ça voilà, c'est tout de suite pour un peu le rassurer. Oui, tout à fait, Pierre. Et là, je vois que les questions continuent. Donc, la récurrence, après, oui, effectivement, il y a certains produits qui ne sont pas censés être rachetés de manière récurrente. Mais nous, après, quand on regarde le pipe commercial, c'est pour qu'il soit quand même qualifié. C'est-à-dire que vous n'ayez pas… là, il y a Frédéric Mourier qui parle des voitures. Il ne faut pas que si vous avez, je ne sais pas, 20 particuliers qui achètent chacun une voiture, moi, ça ne me rassure pas trop. Je préfère avoir un concessionnaire ou, je ne sais pas, un acteur intéressant du secteur automobile qui va s'intéresser, sachant qu'après, il y aura des volumes. Donc voilà, la récurrence, ça peut passer par des partenaires, des distributeurs qui certes vont vendre une fois un produit, mais qui ont un volet de clients assez intéressant potentiel par la suite. Et puis Benjamin qui évoquait la notion de vente en mode SaaS ou par rapport à du matériel, où la récurrence est peut-être plus facile à mettre en avant sur du digital par rapport à du matériel. C'est sûr que nous, les dossiers sur lesquels il y a du récurrent, c'est plus facile parce qu'on sait qu'il y a un volet d'activité quand il y a des choses qui sont signées qui va tourner pour les prochaines années. Mais là, justement, c'est un message fort. C'est-à-dire que son business model, même si c'est pas un vrai modèle de récurrent type SaaS, il y a parfois potentiellement le moyen de transformer en un pseudo récurrent de type SaaS. Et concrètement, moi, ce que j'ai fait sur la levée de fonds d'Illicit Plant, où on est dans l'agribiotech, moi, je viens du monde du SaaS. Finalement, j'ai pris des KPI que je connaissais parfaitement du SaaS et j'ai essayé de trouver pour notre business, qui est pas un business type récurrent, ces mêmes KPI, de telle sorte de rentrer chez les investisseurs avec une logique qu'ils connaissent et qu'ils adoptent. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter par rapport finalement aux investisseurs, au modèle des investisseurs, et bien entendu l'aspect récurrent est déterminant. Et par rapport à ce que disait Jean-François tout à l'heure, pour rassurer aussi l'investisseur et notamment dans cette traction commerciale, c'est hyper important. Nous on le voit dans les startups qu'on accompagne quand on est dans cette phase de roadshow avec des relations investisseurs. On a une startup qui va nous communiquer une information comme quoi elle vient de signer une nouvelle vente et on va tout de suite utiliser cette information essentielle pour relancer l'investisseur à qui on a envoyé le deck et on attend une réponse pour dire tiens, au fait, je voulais rajouter un élément supplémentaire, il vient de valider cette nouvelle vente. Voilà. Et d'où ce que disait Jean-François tout à l'heure, au fil du temps, il faut à chaque fois leur ramener ce type d'information régulièrement pour attirer l'appétence. Une question là qui est pour Saveria, qui précise, Benjamin Persiani qui souhaite avoir des précisions sur les prêts d'honneur Akiti. Donc, est-il possible de rappeler les caractéristiques des entreprises Oui, des prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, ils sont faits aux dirigeants. Donc, j'ai marqué qu'on peut monter jusqu'à 100 000 euros. Donc, c'est 30 000 euros par tête et ils peuvent être jusqu'à 3 personnes dans l'équipe qui peuvent prendre ces prêts. Donc, c'est des prêts à taux zéro. Donc, avec un différé, alors je ne voudrais pas me trouver parce que ce n'est pas moi qui m'occupe des prêts. Donc, c'était un différé, je crois, d'1 ou 2 années et après, le remboursement est échelonné, je crois, sur 5 ans. Avec quand même une souplesse, si la société n'a pas démarré tout à fait assez vite, il y a des capacités de décalage d'échéancier. Voilà. Et en général, ces prêts qui sont faits aux dirigeants, les dirigeants l'apportent au capital des sociétés qui créent. Ok. Et oui, pas besoin de cofinancement, c'est ça Non. Non, c'est fait aux dirigeants, voilà.
Ok, a priori, donc on a fait, je crois, le tour des questions sur le chat. Moi, j'ai une question, Saveria, sur une de tes slides. J'ai vu que quand tu présentais le silo, avec les différentes étapes, tu passais de 100. J'imagine qu'il y avait des chiffres sur le côté gauche. Là, c'était 100. Oui. Tu arrivais à 2. J'imagine que c'est le nombre de demandes que tu as au début de ton étape, et ensuite vous arrivez à 2% en fait en closing, c'est ça Oui. D'accord. Mais je dirais les 100 du départ, on a vraiment un peu de tout. Il y a des dossiers qui sont au stade de l'idée. Il y en a, c'est délirant. J'ai eu des projets de soucoupe volante. Donc le 100, il est vraiment très très large. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de dossiers qui nous arrivent. Il y a des personnes qui ciblent pas du tout et qui envoient des dossiers gérés à la France entière, à tous les fonds. Donc ça rentre dans nos 100. Donc je dirais, faut plutôt voir 32. D'accord. Mais c'est sûr que le gros de la sélection, ça se fait, moi, les projets qui n'aboutissent pas jusqu'à la fin de notre processus, c'est soit quand c'est trop jeune, c'est-à-dire trop risqué, on est trop loin du marché, le produit n'est pas finalisé, ou on sent que l'équipe, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà, c'est un peu ce qui fait qu'on arrête le processus. Ou sinon, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On a aussi des dirigeants au bout d'un moment qui nous disent non, on va faire avec quelqu'un d'autre ou on va se débrouiller autrement. Ok, merci Saveria. Une demande de complément de la part de Benjamin Persiani sur les prêts d'honneur, sur la notion de maturité nécessaire pour oui, alors là, il faut qu'il y ait quand même, comme c'est le dirigeant est censé commencer à rembourser 1 à 2 ans après, on regarde, faut quand même qu'il soit proche du marché. C'est-à-dire qu'il y ait du chiffre d'affaires dans la société 1 an à 2 ans après. Pour que le dirigeant ait un salaire et qu'il puisse rembourser le prêt. Donc, on a quand même, faut que le marché soit assez proche. Voir qu'il y ait déjà du chiffre d'affaires, c'est mieux. Okay. Alors attendez, en direct, on a sur le chat un merci de Benjamin Persiani. Voilà. Bon, tant mieux si c'était clair. Donc, en Poitou-Charentes, parce que moi, j'ai oublié de dire, et moi, je m'occupe des dossiers de capital risque, enfin d'investissement pour le Poitou-Charentes. Et en fait, c'est Virginie Bretodeau que certains doivent peut-être connaître, qui est le point d'entrée pour les prêts d'honneur innovation. Alors, en direct, on a Vincent qui est en train, a priori, de poser une question qui n'apparaît pas encore. On va peut-être laisser quelques secondes. Et puis ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai Gilles Loire-Montgazon, pour le directeur de la Technopole de La Rochelle, faire si Gilles est là, faire une conclusion et nous rappeler peut-être aussi le rôle des Technopoles dans ce qu'on peut apporter à ce que les Technopoles apportent dans l'écosystème régional auprès des startups. Écoutez, Patrick, non, il n'y a pas de questions. La question va peut-être venir après. Gilles, si tu veux, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres prises de parole, Jean-François. Ah, si, attendez. Donc là, c'est Patrick Simon. Dans le cadre de solutions Deep Tech, pouvez-vous rappeler quels sont les moteurs de financement? C'est vrai qu'on a peut-être un focus sur la Deep Tech à rappeler. Pierre, Saveria, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une spécificité sur des projets Deep Tech dans votre analyse? Oui, alors Pierre, tu compléteras parce que tu connais peut-être mieux certains dispositifs. Mais dans les projets Deep Tech, donc c'est des projets qui nécessitent plusieurs années de R&D souvent parce qu'on peut avoir des technos qui sortent des laboratoires et le temps d'en faire un produit commercialisable ou une offre commercialisable, ça peut être long. Et là, en amont, de la commercialisation, il y a quand même pas mal de dispositifs qui existent, notamment au niveau de BPI, parce que c'est vraiment leur rôle de financer l'innovation dans les sociétés. Et puis, il y a des financements régionaux, l'ADI doit les connaître bien, qui peuvent financer gérer toute cette phase préalable avant qu'il y ait un fonds qui rentre ou des business angels qui commencent à apporter les premiers financements sur des projets Deep Tech. Il y a aussi vraiment des programmes européens au niveau national qui sont vraiment là pour financer cette phase de R&D préalable. Donc là, il faut s'adresser à Pierre. Là, c'est ce que… Aux Technopoles, qui connaissent bien également. Ce que disait Saveria, c'est effectivement sur la Deep Tech, là, il y a vraiment une nécessité de se rapprocher des dispositifs régions et surtout BPI, qui ont pas mal de dispositifs par rapport à cet accompagnement-là. Donc, c'est l'étape essentielle quand on est en Deep Tech, c'est déjà de solliciter la région et la BPI.
Gilles, si tu veux ajouter quelque chose par rapport au Technopole. Je vais juste peut-être compléter, mais j'enfonce des portes ouvertes. Quand on parle de deep tech, effectivement, il faut savoir caractériser. Donc là, le lien avec notamment la recherche académique va être très regardé par les financeurs publics. Donc vous parliez de la BPI et de la région notamment. C'est vraiment ce qui va faire que l'on considère que c'est de la deep tech ou que ça n'en est pas. Voilà, qu'est-ce qui est comme degré de recherche, où est-ce qu'on en est en termes de TRL, ça va parler à certains, et est-ce que ça va procurer ensuite un réel avantage concurrentiel. Merci. Merci Gilles. Oui, pardon, Gilles. Non, je vais dire, c'est vrai qu'un investisseur, entre guillemets, classique aura plus de mal à aller sur un projet qui est très, très en amont de la commercialisation, sauf pour des cas spécifiques, notamment dans le domaine des biotech. Mais là, c'est un peu un cas à part, quoi. Vincent Rumeau demandait à Pierre une précision sur les 10-15 K euros de revenus mensuels. Sont à quel stade? Je comprends pas. Je comprends pas la question en fait. Faudrait la préciser parce que. C'est pour l'attraction commerciale, tu as évoqué. Ouais, en fait les 10-15 cas mensuels dont je parlais, c'est effectivement pour les modes d'abonnement, beaucoup dans le numérique. Où on a ces rentrées récurrentes de 10-15 cas en fait. En site, on amorce ça. Oui, d'accord. Donc c'était, est-ce que c'est, oui, on amorce. Ah oui, oui. Effectivement, ces attentes-là qu'on va demander aux startups qu'on accompagne, on va être justement dans cette phase effectivement du seed au moment où ils vont nous contacter pour qu'on vérifie justement s'il y a bien cette traction-là. Ouais. Ok. Merci pour ces précisions. Je rajoute juste un point là, comme on parlait des technopoles, je trouve que sur notre petit territoire de Poitou-Charentes, on a vraiment un écosystème qui fonctionne très bien. Donc avec les technopoles, moi je travaille vraiment main dans la main avec les technopoles, BPI, l'ADI. Donc voilà, en général, les sociétés deep tech, quand elles ont un interlocuteur, après tout le monde se met, je dirais, derrière eux pour trouver des solutions de financement si on a un beau projet. Ouais. Merci Saveria. Eh bien, écoute, ça fait une transition toute trouvée pour que je donne la parole à Gilles. Comme ça, Gilles fera le rappel effectivement peut-être des missions des technopoles sur le territoire et puis un petit propos de conclusion. Si jamais il y a d'autres questions, on les fera remonter en toute fin d'intervention. Gilles, si tu veux. Alors ça va être court, hein. Je pense que la majorité déjà des participants à ce webinaire connaissent les technopoles, puisque l'invitation a notamment été lancée sur les réseaux sociaux des technopoles. Donc effectivement, on a pour vocation d'accompagner les projets innovants à tout stade de maturité, de l'incubation jusqu'aux entreprises en développement, qui développeraient donc des nouveaux produits ou des nouveaux services innovants. On connaît assez bien, je pense, dans chaque technopole, les processus de création et de développement d'entreprise, et donc les étapes à respecter et à suivre pour toujours généralement le même objectif, et notamment aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est finalement convaincre un financeur, convaincre un investisseur de mettre de l'argent, donc son argent, dans votre société privée. Donc pour ça, faut respecter certains critères, faut savoir le séduire, mais avec des choses réalistes, hein, comme nos intervenants l'ont rappelé. C'est pas uniquement de la poudre de perlimpinpin et faire des promesses au doigt levé, au doigt mouillé, pardon. C'est vraiment aussi argumenter, démontrer comment on va pouvoir vendre, comment on va pouvoir séduire son client, comment on va pouvoir assurer une production et quel est finalement le marché en face et sa taille. Donc rapprochez-vous de vos technopoles. Comme l'a dit Saveria, on a la chance en ex-Poitou-Charentes ou en Nord Nouvelle-Aquitaine d'avoir plusieurs structures d'accompagnement à l'innovation. Donc sur les principales villes, hein, Poitiers, Angoulême, Cognac, puisque Eurekatech intervient aussi sur Cognac, Niort et La Rochelle, Limoges,
aussi pour le Limousin. Il y avait Frédéric Verster tout à l'heure qui était présent, qu'il est peut-être encore. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures qui savent et qui sauront s'adapter à vos besoins et calibrer finalement votre accompagnement en fonction de vos stades d'avancement et de vos objectifs, tout en ayant bien au clair les attentes des financeurs que vous allez solliciter. Donc, comme l'avait dit en propos introductif Laetitia et Yannick, ce webinaire s'inscrit aussi finalement dans un programme d'accompagnement. Il y aura un second webinaire, si je ne m'abuse, le 18 novembre, qui sera co-organisé par à la fois Esther Technopole et la Technopole du Grand Poitiers. Et je sais que Mathieu était parmi les participants aujourd'hui. Ça sera une suite un petit peu logique, puisqu'on parlera des leviers pour convaincre les investisseurs. Donc, on va rentrer un petit peu plus effectivement sur qu'est-ce qu'attend plus particulièrement un investisseur pour rentrer, donc pour mettre de l'argent quelque part dans votre société privée, et donc les critères qu'il convient de cocher, on va dire, pour les séduire. Nous avons donc une rencontre investisseur prévue sur Bordeaux le 7 décembre prochain qui est Innovadé, co-organisée par Unitech, l'ADI, la région, et auquel nous autres technopoles de la région nous associons. Donc c'est notamment dans ce cadre-là qu'on accompagne les porteurs, mais des rencontres investisseurs, et Pierre l'a dit, et c'est un peu son quotidien, peuvent se faire bien sûr au fil de l'eau. Il suffit d'avoir les bons documents, les bons arguments. Ok, merci beaucoup Gilles. Investisseurs que l'on cherche. Okay. Merci Gilles. Excusez-nous, il y avait une rupture de communication de notre côté. Donc, je pense que on a fait comme le rappelait Gilles, le tour pour ce premier webinaire. Rendez-vous au prochain webinaire. Et puis surtout, n'hésitez pas, on le rappelle, mais de vous rapprocher de vos correspondants locaux, Technopole, ADI, BPI, Akiti, pour peut-être regarder les modalités de dépôt de candidature pour Innovaday, qui se déroulera en décembre, le 7, et qui sera un point de conclusion là sur l'année de nos différents parcours levés de fonds. Donc voilà, on vous recommande vivement de regarder ça attentivement et on vous accompagnera collectivement sur ce chemin-là. Merci à nos intervenants, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci. 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 Merci, au revoir. Au revoir.